Il y a beaucoup d'émissions de télévision qui, lorsqu'on les regarde avec du recul, semblent très différentes de ce qu'elles étaient lors de leur première diffusion. Cela peut être dû au changement habituel du climat culturel. Mais parfois, des facteurs en coulisses ou même des parallèles avec le monde réel ont un impact plus important que prévu. Numéro 10. Avec plus de 800 épisodes répartis sur 37 saisons, il n'est pas surprenant que certains épisodes des Simpsons paraissent très différents au public d'aujourd'hui par rapport à leur sortie initiale. C'est particulièrement vrai pour tout épisode qui semble avoir prédit l'avenir. C'est quelque chose pour lequel la série est désormais célèbre. Mais il y a eu un épisode plus récent qui comporte un moment bien plus sombre que ce que les scénaristes avaient prévu à l'origine, en raison de ses parallèles troublants avec la réalité. À la recherche de Monsieur Goodbar est un épisode des Simpsons diffusé en 2017. Les audiences n'ont pas été élevées et la plupart des fans s'en rappellent surtout pour l'intrigue secondaire liée à une mode qui s'était déjà terminée un an avant sa diffusion. L'épisode suit Bart qui se lie d'amitié avec des femmes âgées pour des cadeaux. L'intrigue secondaire montre Homer et Lisa devenir obsédés par Pikamanguette, une parodie évidente du jeu mobile Pokémon Go. L'épisode évoque plusieurs critiques sur l'application, mais se concentre surtout sur la sécurité des joueurs. En 2016, des reportages ont évoqué des personnes se mettant en difficulté ou ayant des accidents en jouant à l'application causés par l'inattention des joueurs à leur environnement. Dans l'épisode des Simpsons, Homer et un collègue entrent dans un réacteur nucléaire en essayant de capturer des monstres dans le jeu. Plus tard, Homer est attaqué par une moufette, pensant que c'était la créature numérique Stunkiss. Lisa propose qu'Homer soit accompagné en jouant, comme l'ont aussi conseillé les créateurs de Pokémon Go aux joueurs dans la vie réelle. Beaucoup de critiques de l'épisode viennent du fait que la parodie est arrivée un an trop tard. Dans la réalité, la folie Pokémon Go s'était déjà estompée à la fin de l'année. Les Simpsons l'admettent, quand Homer assure à Marge que cette mode va vite passer. Et le vendeur de BD affirme que le jeu est, ou du moins était, plus populaire que Jésus, montrant ainsi qu'il avait déjà commencé à disparaître. Pour la plupart des téléspectateurs, c'était un épisode oubliable, sauf en Russie. La chaîne de télévision russe 2X2 a annoncé qu'elle ne diffuserait pas cet épisode spécifique des Simpsons lorsqu'il devait sortir dans ce pays. La nouvelle est tombée peu avant qu'un blogueur soit condamné pour blasphème après un incident similaire à la blague de l'épisode. Homer entre un jour dans l'église pour tenter de capturer des monstres via l'application. Le révérend le critique, poussant le vendeur de BD à commenter la popularité de l'application face à la religion. À l'été 2016, les autorités russes ont annoncé qu'il était interdit de jouer à Pokémon Go dans les églises. C'était inclus dans la loi appelée loi sur le blasphème. Elle vise à stopper extrémistes et discours de haine, mais selon Amnesty International, elle a aussi servi à poursuivre des critiques du gouvernement. En septembre 2016, Ruslan Sokolovski a publié une vidéo de lui-même en train de jouer au jeu dans une cathédrale. Il a assuré qu'il ne pourrait poursuivre personne pour avoir utilisé son téléphone dans une église presque vide. Mais il a été arrêté et en mai 2017, il a été reconnu coupable d'incitation à la haine et d'avoir offensé les sentiments des croyants. Sokolovski a écopé d'une peine avec sursis de 3 ans et demi. Avant sa diffusion, l'épisode des Simpsons avait déjà été critiqué par des responsables ecclésiastiques conservateurs. Un archiprêtre a déclaré que l'épisode était de la propagande hollywoodienne destinée à compromettre la société russe. Numéro 9. Super Weapon R1 était un épisode de la série de science-fiction japonaise Ultra Seven, diffusée en 1968. Même à l'époque, il abordait un sujet lourd avec des images frappantes inspirées des horreurs du monde réel. Mais en 2011, des événements réels ont conduit à l'interdiction temporaire de la rediffusion de l'épisode. Ultra Seven était une série en prise de vue réelle, utilisant des effets pratiques et des costumes pour créer les monstres hebdomadaires. La série se passait dans un futur proche, où la Terre était sans cesse menacée par des extraterrestres. Le personnage principal est Dan Moroboshi, un extraterrestre secret dont la véritable forme est l'Ultra Seven du titre. Ultra Seven est censé être un gardien de la paix. Il agit comme protecteur de la planète, ce qui se termine généralement par des combats contre le kaiju de la semaine. Mais dans Super Weapon R1, le véritable monstre n'est peut-être pas la créature extraterrestre qui vient attaquer la planète. L'épisode débute avec des scientifiques de la Force de défense terrestre achevant la mise au point d'une arme nommée R1. Elle est assez puissante pour détruire une planète entière et des milliers de fois plus puissante que n'importe quelle arme nucléaire jamais créée auparavant.
Dan alerte sur les dangers de cette arme et la course aux armements impliquant les scientifiques. Les similitudes entre la course aux armements de la guerre froide et l'utilisation des armes nucléaires comme dissuasion étaient évidentes, et les scénaristes d'Ultra Seven ne voyaient clairement pas cette course comme positive. Malheureusement, personne dans l'épisode n'écoute les remarques de Dan. Les scientifiques testent l'arme sur une planète qu'ils estiment inhabitée. Le test est un succès et la planète est détruite par le Heron. Mais avant de trop célébrer, les scientifiques réalisent qu'ils ont commis une grave erreur. La planète choisie n'était pas inhabitée. Une créature géante et mutante surgit alors des décombres de la planète et se dirige directement vers la Terre. Le reste de l'épisode est un combat entre Ultra Seven et ce monstre. Le premier combat se déroule dans un cimetière, l'église détruite en arrière-plan. L'église est inspirée de la cathédrale d'Urakami, une cathédrale qui a été détruite lors de l'attaque nucléaire sur Nagasaki. Le monstre tente de répandre la contamination radioactive sur la Terre, mais il est rapidement détruit par Ultra Seven à la fin de l'épisode. Ayant pris conscience des horreurs qu'ils ont dû infliger à cette créature et aux autres habitants de la planète détruite, les scientifiques jurent de mettre fin au programme d'armement et l'épisode se termine ainsi. Super Weapon R1 traite évidemment d'un sujet sérieux, surtout si l'on considère que la série est destinée aux enfants et aux familles. Il est peu probable que le monstre survivant soit la seule créature et les humains sont responsables de l'anéantissement de nombreuses vies. Mais la série a pu être diffusée sans problème et a continué à être rediffusée jusqu'en 2011. Super Weapon R Wolf One devait être rediffusé peu de temps après le tremblement de terre et le tsunami de mars 2011 qui ont frappé le Japon. Le tsunami a en plus causé la fusion du réacteur de la centrale nucléaire de Fukushima. À l'époque, beaucoup d'habitants proches craignaient le danger des contaminants nucléaires de la centrale. En raison des thèmes nucléaires d'Ultra Seven, notamment le monstre diffusant des radiations, les chaînes ont jugé préférable de ne pas rediffuser cet épisode. Numéro 8. Jeunes mariés était l'une des premières émissions de télé-réalité jamais diffusées. L'émission a commencé à être diffusée en août 2003 et racontait l'histoire de Jessica Simpson et Nick Lachey, qui s'étaient mariés moins d'1 an auparavant. L'émission, diffusée 3 saisons, a lancé les stars de la télé-réalité et la culture des influenceurs actuels. Mais elle a également retracé un mariage en échec, qui s'est terminé quelques mois seulement après la diffusion de la dernière saison. Avec le temps, les fans de l'émission ont davantage soutenu Simpson, devenu bien plus populaire dans les médias. Sa célébrité a augmenté pendant que Lachey peinait à suivre. Simultanément, des tensions dans leur mariage sont apparues dans l'émission. En regardant les extraits de l'émission avec un regard moderne, de nombreux fans ont souligné à quel point leur relation semblait toxique. Un extrait de l'émission est devenu viral, montrant le couple en train de se préparer pour leur premier concert ensemble. Les parents de Simpson apparaissent dans l'extrait, inquiets que leur fille n'ait rien mangé. Lachey semblait surtout préoccupé que sa femme se plaigne autant. Après que Simpson se soit préparée pour aller au spectacle, elle découvre que son mari est déjà parti sans elle, ce qui est évidemment bouleversant. Le dernier épisode de The Newlyweds a été diffusé en mars 2005, mais en décembre, le couple avait déjà demandé le divorce. La nouvelle de leur rupture allait évidemment donner une toute autre perspective à l'ensemble de l'émission. Certains ont accusé l'émission de télé-réalité d'avoir causé leur rupture, mais Simpson a nié cette responsabilité. Elle pense qu'ils se seraient séparés sans les caméras, mais que leur rôle dans l'émission les ont aidés à rester ensemble plus longtemps. Pour Lachey, cela faisait justement partie du problème. Les personnages brouillaient la frontière entre la réalité et la fiction, et cela ajoutait encore plus de pression à un mariage déjà en difficulté. Numéro 7. Laugh-In de Rowan et Martin était une émission de sketch humoristique diffusée sur NBC entre 1968 et 1974. Elle utilisait un format aujourd'hui familier, mais qui a révolutionné à l'époque les émissions humoristiques à la télévision, et elle a aussi prédit l'avenir avec précision 2 fois. L'humour portait sur l'actualité et se moquait de ce qui faisait la une. Ensuite, le gouverneur de Californie Ronald Reagan était fréquemment la cible de ces blagues, car l'émission était basée à Burbank, en Californie. Reagan fut aussi le premier sujet de blague de Rowan et Martin à se concrétiser. Une séquence populaire de Laugh-In était News of the Past, Present and Future. Chaque section consistait en une série de blagues sur des sujets d'actualité provenant de ces différentes époques. Les nouvelles du futur pouvaient inclure des sujets qui se dérouleraient dans quelques années, voire jusqu'à 20 ans plus tard. Ces blagues visaient normalement à se moquer de la situation actuelle.
Dans un épisode de 1969, Dan Rowan a présenté les nouvelles du futur avec un sujet venant de Washington, D.C. en 1988. Il a affirmé qu'aujourd'hui, le président Ronald Reagan a de nouveau nié être candidat au poste de gouverneur de Californie. La blague est survenue 2 ans après le début de son mandat de gouverneur, alors que Reagan ne montrait aucun intérêt pour la présidence. La nouvelle était considérée comme tellement absurde qu'il était impossible qu'elle se produise. Reagan s'est ensuite présenté à la présidence en 1991 ans après la diffusion de l'épisode, et il a été en fonction de 1981 à 1989, couvrant ainsi la période à laquelle la blague faisait référence. Sans surprise, en réalité, il n'a jamais été interrogé sur la possibilité de redevenir gouverneur de Californie. Mais le simple fait qu'il soit devenu président a suffi à beaucoup de gens pour affirmer que Rowan avait prédit l'avenir. Une autre prédiction exacte du futur est survenue en 1969. Celle-ci aurait semblé encore plus absurde au public de l'époque. Encore une fois, en tant que présentateur des nouvelles du futur, Rowan a fait un reportage. Reportage depuis Berlin 20 ans dans le futur en 1989. Il disait qu'on dansait dans les rues car l'Allemagne de l'Est avait détruit le mur de Berlin. La joie fut brève car le mur fut vite remplacé par un fossé d'alligators. Le mur de Berlin est effectivement tombé en 1989, de nombreux morceaux ayant été démolis par des civils est-allemands. L'annonce de la possibilité de passer d'un côté à l'autre de Berlin a déclenché des célébrations dans tout le pays. Malheureusement, Rowan ne vivra pas assez longtemps pour voir cette prédiction se réaliser, étant décédé en 1987 après avoir lutté contre un lymphome. Numéro 6. Pendant 8 ans, Desperate Housewives a été l'une des émissions les plus populaires. Diffusée en 2004, elle a remporté ses premiers prix dès la saison des récompenses qui a suivi, dont 6 Emmy Awards et 2 Golden Globes. Mais il n'a pas fallu longtemps avant que des rumeurs de drame en coulisses ne commencent à jeter une ombre sur la série. Le casting et l'équipe ont nié ou tourné en dérision les rumeurs. Mais les révélations récentes rendent ces démentis encore plus étranges avec le recul. Après que Desperate Housewives a remporté le Golden Globe de la meilleure série musicale ou comique, les stars de la série ont été invitées à une séance photo par Vanity Fair. C'était un signe que la série était plus que populaire, un vrai phénomène culturel. Mais à sa sortie, les lecteurs ont eu droit à bien plus que ce qu'ils attendaient. Sous la photo de couverture des 5 vedettes en maillot de bain figurait ce sous-titre. Le soap opéra réel, derrière la série télé, la plus en vue. Vous ne croirez pas ce qu'il a fallu pour cette photo. Dans une démarche rare pour le magazine, un article détaillait les difficultés de l'équipe photo à obtenir l'image principale. Le journaliste expliquait que, même avant le début de la séance photo, un représentant anonyme d'ABC était arrivé avec des directives. Le représentant a averti que Terry Hatcher ne devait en aucun cas passer la première au service costume. Le photographe a accepté, mais Hatcher aurait déjà vu l'équipe des costumes et choisi en premier les maillots de bain des femmes. Pendant la séance, Ava Longoria a envoyé des messages aux représentants que les choses se passaient mal. Et Marcia Cross lui a crié dessus de faire son travail lorsque Hatcher a posé au centre de la photo. Hatcher a ensuite été vu pleurant au téléphone lors d'une conversation animée. Quelques mois plus tard, Longoria s'est moqué des rumeurs dans SNL. Le sketch s'appelait « Ce qui s'est réellement passé à la séance photo Vanity Fair de Desperate Housewives ». Il mettait en scène Longoria dans le rôle de Hatcher, tandis que les comédiens réguliers de SNL jouaient les autres actrices et un représentant anonyme d'ABC. Le sketch amplifiait les propos de Vanity Fair, plaisantant que si Hatcher était au centre de la photo, les autres porteraient replainte. L'ensemble du sketch visait à montrer à quel point les rumeurs étaient absurdes et à quel point Longoria, et par extension les autres actrices, ne les prenaient pas au sérieux. Les rumeurs de tension entre les acteurs allaient persister des années. La plupart de ces rumeurs ont été démenties, mais certains faits se sont révélés avec le temps. En 2019, Felicity Huffman a eu des ennuis judiciaires pour son rôle dans le scandale des admissions à l'université, où elle a admis avoir payé pour améliorer les résultats du SAT de sa fille. Eva Longoria a écrit une lettre de soutien à son ancienne partenaire et a demandé la clémence. Elle a dit avoir été harcelée par une collègue lors du tournage de la première saison de Desperate Housewives. Elle n'en avait parlé à personne, mais Felicity Huffman avait remarqué sa tension et demandé à l'auteur du harcèlement d'arrêter. Le scénariste Mark Cherry a également confirmé ces affirmations. Numéro 5. Les épisodes de la 4e dimension étaient faits pour être étranges et inquiétants. Les récits racontent généralement une situation étrange avec des conséquences horribles pour les personnages impliqués.
Il y a quelques fins heureuses, mais dans certains épisodes, des événements réels survenus depuis leur première diffusion leur ont donné une sensation encore plus surréaliste. Le Soleil de minuit a été diffusé pour la première fois en novembre 1961. Il racontait l'histoire de Norma, artiste new-yorkaise, et de sa propriétaire Madame Bronson, confrontée à une chaleur extrême. La narration d'ouverture de Rod Serling révèle que la Terre a été arrachée de son orbite par une force inconnue et qu'elle fonce maintenant vers le Soleil. Quelques semaines restent avant que la planète soit engloutie par l'astre qui avait jadis soutenu sa vie. Chaque jour, la température augmente partout sur la planète. À New York, les gens ont essayé de faire face à la chaleur immense de différentes manières. Toute la ville est devenue une ville fantôme et les seules personnes dans les rues font partie de bandes errantes de pilleurs. Certaines personnes sont allées plus au nord pour chercher un climat plus frais. Norma et Madame Bronson, dans leurs appartements, tentent de survivre avec peu d'eau. L'épisode a été produit pendant l'été à San Francisco et parfois le chauffage était augmenté pour rendre les choses encore plus réalistes pour les acteurs. Ils ont failli suffoquer et subir un coup de chaleur pendant l'enregistrement. Dans l'épisode, les deux femmes ont succombé à la chaleur pour qu'on découvre à la toute fin que tout le scénario n'était qu'une invention de l'imagination de Norma. En réalité, la Terre s'éloigne du Soleil et la planète n'a plus que peu de temps avant que tout le monde ne gèle. Dans la réalité, sortir de l'orbite relève toujours de la science-fiction. La hausse des températures et ses impacts sur la santé sont désormais trop réels pour beaucoup. L'expression « réchauffement climatique » a été créée 15 ans après cet épisode télévisé, mais les scientifiques veulent savoir déjà que les températures mondiales montaient à cause des émissions de carbone et autres gaz à effet de serre. Depuis la sortie de Soleil de minuit, les températures mondiales ont augmenté d'environ 1,3 degrés Celsius. Elles continuent d'augmenter. Pour l'instant, la majeure partie du monde a été épargnée par ces scènes de rues désertes et de gens luttant pour survivre chez eux, comme dans l'émission télévisée. Mais il y a certains endroits où le changement climatique a un impact quotidien. Le rapport Lancet Countdown indique que plusieurs indicateurs des risques sanitaires du changement climatique ont atteint des records cette année. Des centaines de milliers de personnes sont mortes à cause de la chaleur et la plupart n'auraient pas souffert sans le changement climatique humain, selon les rapports. En plus de cela, la hausse des températures rend d'autres maladies encore plus graves et les vecteurs de transmission plus nombreux. Numéro 4. En 2005, PBS a lancé un dérivé de son émission télévisée populaire, Nova, appelée Nova Science Now. Il s'agissait d'une émission au rythme rapide, de style magazine, qui se concentrerait sur l'actualité scientifique de pointe. Quelques mois seulement après la première émission, l'un des segments s'est révélé étrangement prophétique. Le premier épisode de l'émission télévisée a été diffusé le 25 janvier 2005. Il comportait des segments sur les neurones miroirs et les sculptures cinétiques, mais la partie qui allait le rendre tristement célèbre portait sur les ouragans. La séquence commençait par expliquer à quel point les ouragans peuvent être dangereux, mais aussi à quel point il a toujours été difficile de les prévoir. De nouvelles technologies facilitaient non seulement la prévision du lieu et du moment où un ouragan allait se produire, mais aussi la possibilité de savoir si un ouragan allait devenir plus intense. Pour montrer l'importance de cette technologie, la séquence a ciblé la Nouvelle-Orléans. Quelques mois plus tôt, pendant la saison des ouragans de 2004, la Nouvelle-Orléans avait couru un risque important à cause de l'ouragan Ivan. L'ouragan a changé de trajectoire au dernier moment et la ville a ainsi évité la catastrophe. Le programme montre à quel point cela aurait pu être grave. Jusqu'à 50 000 personnes auraient pu perdre la vie et 1 million de personnes se seraient retrouvées sans abri si la ville avait été submergée. En 2004, des scientifiques étudiant l'ouragan Ivan craignaient que cela ne se produise. Des évacuations massives ont eu lieu. Cela aurait sauvé beaucoup de vies si l'ouragan avait vraiment frappé. À la télévision, les personnes interrogées ont évoqué la possibilité d'un nouvel ouragan prochainement. L'un d'eux prédit qu'une tragédie surviendra sur une côte américaine dans les 10 à 15 prochaines années. Un autre a déclaré que sa plus grande crainte était qu'un ouragan de catégorie 2 ou 3 s'intensifie en une tempête de catégorie 4 ou 5 et qu'il ne puisse pas évacuer la ville à temps. On craignait aussi que les gens ne prennent pas les ordres d'évacuation au sérieux, car Ivan avait été une fausse alerte. L'estimation selon laquelle une tragédie surviendrait dans les 10 ans s'est avérée vraie bien plus tôt que prévu.
En août 2005, seulement 7 mois après la diffusion de l'épisode de Nova Science Now, l'ouragan Katrina a frappé la Nouvelle-Orléans. Les scènes et les reportages sur la catastrophe ressemblaient presque parfaitement à ce qui avait été décrit dans le programme de PBS. Comme décrit dans l'émission télévisée, les digues qui auraient dû protéger la ville ont débordé et cédé. L'eau du lac et de la rivière voisin a inondé la ville, s'ajoutant à celle qui provenait directement des ouragans. Toute la ville a été submergée sous l'eau. Beaucoup de ceux qui n'ont pas perdu la vie ont tout perdu. Des études ultérieures ont montré que beaucoup n'ont pas évacué en partie à cause de l'expérience de la fausse alerte d'ouragan Ivan. Une autre crainte évoquée dans l'émission. PBS s'est concentré sur la Nouvelle-Orléans parce qu'il savait que la dévastation de l'ouragan Katrina était susceptible de se produire à l'avenir. Mais il ne s'attendait pas à ce que cette prédiction se réalise si vite. Numéro 3. En 2007, l'émission documentaire télévisée Panorama de la BBC a braqué ses caméras sur la scientologie, ses membres et certains de ses plus grands détracteurs. Cet épisode a été l'un des plus regardés de l'émission, notamment en raison de la controverse survenue avant sa diffusion. Des années plus tard, de nombreux scientologues ayant quitté l'organisation, la vérité sur cette controverse a rendu le documentaire encore plus troublant. Scientologie et moi suit le journaliste d'investigation John Sweeney alors qu'il tente de réaliser un documentaire sur l'Église. Le concept original de l'épisode était que John Sweeney allait enquêter pour savoir si l'Église méritait toujours sa réputation sinistre. En 1994, un juge de la Cour supérieure de Los Angeles avait qualifié la scientologie de bizarre et paranoïaque, et d'organisation qui harcèle ses ennemis et nuit à ses membres. Au cours des années qui ont suivi cette évaluation, l'Église affirme avoir changé bon nombre de ses pratiques. Il serait donc raisonnable de se demander aujourd'hui si elle mérite toujours cette réputation. Mais il est immédiatement apparu que Sweeney allait rencontrer des problèmes. Tout au long du documentaire, il est suivi de près par Tommy Davis, le porte-parole international de l'organisation. Au départ, l'Église était coopérative pour le documentaire, mais a changé d'avis quand la BBC a insisté pour interroger des détracteurs et des critiques de l'organisation. Les scientologues ne voulaient pas que cela arrive. Sweeney a tout de même mené ses interviews. Au moins une fois, Davis est apparu sans prévenir à l'une de ses interviews, alors même qu'il n'en avait pas été informé à l'avance. Une fois, l'équipe TV a interrogé une femme dont la fille avait rompu tout contact après avoir rejoint la secte. Peu de temps après le tournage, la fille est revenue et a affirmé vouloir renouer avec sa mère. Elle l'a supplié de ne pas participer à l'émission et la femme a retiré son consentement. Pendant le tournage, Sweeney avait l'impression d'être suivi par des membres de l'organisation. Des silhouettes mystérieuses suivèrent l'équipe. Lorsqu'on les a confrontés, ils n'ont pas répondu aux questions. Sweeney a interrogé Davis et Mike Rinder, autre porte-parole, sur la prétendue filature. Ils ont répondu qu'il était juste paranoïaque. Avant même la diffusion du documentaire, il suscitait des discussions et, pendant le tournage, Sweeney a perdu son sang-froid face à Davis. Davis a accusé le journaliste de favoriser un critique de la scientologie. Les deux hommes ont haussé le ton lors de la dispute, et Sweeney a été filmé criant que Davis n'était pas là au début de l'entretien et ignorait si Sweeney avait réclamé des preuves sur les allégations. Une fois que Sweeney a commencé à crier, Davis a semblé se calmer. Un extrait de la dispute diffusé par l'Église sur YouTube semblait montrer Sweeney en colère et agressif, tandis que Davis restait calme. Sweeney a reconnu son comportement inapproprié et assuré s'être excusé à l'époque. 3 ans après la sortie de Scientologie et moi, Sweeney est revenu sur le sujet dans Les secrets de la Scientologie, un autre épisode de Panorama. À ce moment-là, Rinder avait quitté l'organisation, et selon lui, le dirigeant de la Scientologie, David Miscavige, était mécontent de la façon dont il avait géré le documentaire. Cela expliquait en partie son envoi en Angleterre et son éviction des plus hauts rangs de l'Église. Rinder a ensuite fait défection et parlé à Sweeney lors de l'émission suivante. Il a reconnu que Sweeney n'était pas simplement paranoïaque lorsqu'il craignait d'être suivi. Il était effectivement suivi. L'organisation s'est livrée à plusieurs activités pour tenter de faire en sorte que la BBC abandonne le documentaire, ce qui incluait de suivre Sweeney pendant tout le tournage. Numéro 2, The Morton Downey Jr. Show a été diffusé pendant 3 ans, entre 1987 et 1989. Durant cette période, elle a transformé le paysage médiatique, bien que son animateur soit aujourd'hui oublié. Downey est considéré comme un pionnier de la télévision poubelle. Le public moderne pourrait voir des similitudes entre cette émission et des programmes comme le Jerry Springer Show ou Maury, avec un public en studio enthousiaste, acclamant le nom de l'animateur.
Mais alors que Springer et Maury traitaient généralement de problèmes interpersonnels entre membres du public, Downey n'hésitait pas à aborder des sujets brûlants et importants dont on parlait à l'époque. L'émission aimait la controverse. Downey invitait des invités à venir parler de tout, des films d'horreur aux droits civiques. Tout ce qui pouvait susciter une réaction chez son public passionné était un sujet potentiel. Downey ne restait pas en arbitre entre ses invités. Il était aussi impliqué dans les débats que n'importe qui, ainsi que dans la violence. Au moins à une occasion, il a frappé un membre du public avec lequel il n'était pas d'accord. Les sujets abordés étaient souvent ceux sur lesquels Downey avait déjà une opinion, et il réprimandait et insultait les invités opposés à son avis. Il disait souvent à ses invités de se taire et leur soufflait de la fumée au visage. Fumer était central dans l'émission. Downey s'est déjà vanté de fumer 4 paquets par jour et enchaîner les cigarettes pendant l'émission. Le sujet des droits des fumeurs revenait fréquemment pendant l'émission, et la position de Downey n'a jamais changé durant toute la série. Lors de la diffusion de l'émission de Morton Downey Jr., les dangers du tabac étaient déjà prouvés scientifiquement, mais l'industrie du tabac cherchait à les cacher. Il fallait non seulement rendre la cigarette attirante dans les campagnes de relations publiques, mais aussi suggérer que la science restait incertaine. Toute personne qui essayait de s'exprimer et de révéler la vérité sur le tabagisme devenait la cible de campagnes de dénigrement destinées à la discréditer. L'une des cibles de ces campagnes était Stanton Glantz. Glantz était professeur de médecine à l'Université de Californie et avait mené des études sur les dangers du tabagisme. Il a mené des campagnes pour des politiques sans tabac et pour les droits des non-fumeurs. Glantz visait de grands succès, ce qui posait aussi un sérieux problème à l'industrie du tabac. C'était encore plus vrai lorsqu'il a publié des preuves montrant que l'industrie était déjà au courant de tous les problèmes de santé auxquels ses clients risquaient d'être confrontés. Glantz était invité à l'émission de Morton Downey Jr. et pendant l'épisode, Downey a continué à fumer et s'est moqué de son adversaire. À un moment donné, il est même allé jusqu'à souffler de la fumée au visage de Glantz pour tenter de le faire taire. Il a souligné avoir meilleure mine que les scientifiques malgré sa forte consommation de tabac, insinuant que ce n'était pas si nocif. D'autres militants anti-tabac ont tenté de venir à l'émission pour expliquer leurs convictions, mais ils étaient systématiquement ridiculisés. Ce n'est qu'après la fin de l'émission que Downey a changé de position. En 1996, on lui a diagnostiqué un cancer du poumon et a perdu un poumon à cause de la maladie. Downey a quitté la National Smokers Alliance et s'est opposé à eux. Downey a avoué regretter avoir rendu le tabagisme attrayant pour ses jeunes fans en repensant à sa carrière. Malheureusement pour beaucoup, il était déjà trop tard. Downey est décédé d'un cancer du poumon en 2001. Numéro 1. L'émission télévisée de la BBC, Top Gear, est aujourd'hui connue pour ses accidents et ses collisions. Présentée sur un ton humoristique, les présentateurs sont rarement gravement blessés lors des dérapages, tonneaux ou accidents. Mais une blague dans un épisode de la saison 8 a pris un tout autre sens quelques mois plus tard. L'épisode 8 était le dernier de la 8e saison de l'émission automobile, diffusée en juillet 2006. En plus d'un essai d'une nouvelle voiture de sport et d'interviews avec 2 célébrités, l'épisode présentait un défi typique de Top Gear. Les présentateurs Jeremy Clarkson, James May et Richard Hammond ont été mis au défi d'acheter une camionnette pour moins de 1 000 $ et de soumettre ces véhicules à une série de tests. Les tests visaient à montrer la capacité de chargement, la maniabilité et la durabilité des camionnettes de façon comique. Le dernier test était une fausse course-poursuite avec la police. Les 3 présentateurs ont tour à tour essayé d'échapper au pilote professionnel, le Stig, au volant d'une voiture de police. L'objectif était de boucler un tour du circuit d'essai avant d'être rattrapé par le Stig. Le présentateur avait une légère avance avant le début de la poursuite. Hammond avait acheté une Suzuki Super Carry pour le défi. Elle était petite et légère. C'était un obstacle pour le transport de fret, mais Hammond avait gagné l'épreuve de vitesse précédente. Les présentateurs pensaient qu'une petite fourgonnette gagnerait la course-poursuite policière. La poursuite a bien commencé, mais il n'a pas fallu longtemps avant que le désastre ne frappe. Hammond a expliqué que la fourgonnette avait un moteur central et pensait réussir une manœuvre appelée le Scandinavian Flick. Mais cela a échoué et la fourgonnette a fait des tonneaux. Clarkson et May ont regardé depuis la touche et semblaient peu surpris par l'accident. Mais a déclaré que cela signifiait qu'il était désormais deuxième. Clarkson a dit à la caméra que Hammond était décédé et a invité ceux voulant prendre sa place d'animateur à écrire à la BBC. Hammond est sorti indemne de l'accident par la fenêtre avant. Le prochain accident montré dans l'émission ne serait pas aussi drôle. Après la 8e saison, l'émission a préparé des séquences pour la suivante.
L'une d'elles montrait Hammond testant le Vampire Dragster, une voiture à moteur à réaction utilisée pour tenter de battre des records de vitesse. Le tournage a eu lieu sur l'ancien aérodrome de la RAF Elvington le 20 septembre 2006. Hammond et l'équipe terminèrent la journée quand il a tenté un dernier essai avec le dragster. Hammond roulait à environ 288 miles à l'heure lorsqu'un des pneus a subi une défaillance structurelle. La voiture est soudainement devenue incontrôlable et a dérapé. Hammond a tenté de contrebraquer, freiner et déployer le parachute, mais il était impossible d'arrêter la voiture avant la fin de la piste. Le dragster est parti en tonneaux et a été traîné sur l'herbe. Hammond a été sorti de la voiture, vivant mais dans un état critique. Les traces dans l'herbe montraient où son casque avait été traîné sur l'herbe. Il a repris connaissance lors de son transfert en hélicoptère médicalisé, sans comprendre la situation, insistant pour finir un passage devant la caméra. Le présentateur télé a été hospitalisé en urgence dans un état grave. Heureusement, malgré des informations faisant état d'une grave lésion cérébrale, Hammond s'est complètement rétabli. Le début de la saison 9 a été retardé, mais lorsque l'émission a recommencé à être diffusée, en janvier 2007, Hammond faisait partie de l'équipe de présentation. Après l'accident quasi mortel de Hammond, celui-ci est devenu un sujet de blague dans l'émission. Mais dans l'immédiat après coup, la blague de Clarkson dans l'épisode précédent semblait beaucoup plus sombre. Merci à tous de votre attention. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton « J'aime ». N'oubliez pas non plus de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour rester informé de toutes nos prochaines vidéos. Mais je m'appelle Top 5 Inconnus et je vous retrouve dans la prochaine vidéo.